Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans dans ce format un peu particulier, puisque c'est un grand format et c'est une émission un petit peu particulière sur Top Comics, puisque nous allons vous parler, comme vous l'avez vu sur la vignette et comme vous pouvez le voir sur ce visuel, on va vous parler dans le détail de JLA Avengers, énormissime crossover réalisé par Kurt Busiek et George Perez au début des années 2000. Et pour parler en détail, en profondeur et en spoilant de cet énorme crossover, j'ai le plaisir de recevoir mon acolyte habituel, Doup. Bonsoir, Doup. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis notre guest star, il revient régulièrement hanter nos émissions, c'est Ben Webb. Bonsoir Ben. Bonsoir à tous les deux, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes donc réunis pour analyser en profondeur et dans le détail JLA Avengers et on prévient tout de suite, on va spoiler puisque on va feuilleter ensemble ce gros crossover. Il y en a pour à peu près 200 pages, il y a 4 épisodes de 48 pages à peu près de mémoire. Pour situer un petit peu la raison de ce podcast, parce que ce podcast c'est même pas un podcast, c'est même une vidéo. Elle ne sort pas de nulle part cette vidéo. En fait, en début d'année, au mois de fin janvier, début février, non fin février, je me suis racheté JLA Avengers, donc les 4 tomes d'occasion, parce que je ne les avais plus. C'était la seule façon de lire en français cette saga, puisqu'elle n'avait été éditée que en périodique en 2003, si je me souviens bien, si je dis pas de Et conneries. c'est toujours la seule façon Et de le c'est lire en toujours la français. seule façon de le lire. Et puis, il était très compliqué même de la trouver en VO. Il y avait eu une réédition juste Au avant, décès voilà, au décès de Pour George Perez. George. lors du décès de Georges Pérez. Mais Marvel une est... édition assez limitée, je crois. Ouais, et Oui, pour... à quelques milliers d'exemplaires, oui. Ouais, et c'était surtout une édition très particulière parce qu'elle était les bénéfices, voire même le chiffre d'affaires, je sais pas. En tout cas, il y avait un fonds qui était reversé à Hero Initiative, qui est un organisme américain qui aide les dessinateurs qui ont des soucis de santé, puisque le Oui. système de santé américain n'est pas le même que le système de santé français. Bref, donc c'était une édition presque, on pourrait dire, caritative, pour laquelle DC et Marvel s'étaient mis d'accord. Et puis, donc, fin février, la nouvelle tombe. Marvel et DC sont d'accord pour rééditer en singles, donc en 4 numéros d'une 50aine de pages, cette saga aux États-Unis. Et donc, fatalement, on peut imaginer que l'un de nos deux grands éditeurs, Urban ou bien Panini, vont probablement récupérer l'occasion de rééditer cette saga. En tout cas, ça serait quand même bien dommage qu'un titre comme JLA Avengers ne soit disponible qu'en occasion. Donc, on peut s'attendre, je pense, à ce que dans les mois qui viennent, on ait une version française qui finisse par revenir en librairie. Je me permets de vous poser la question très rapidement, histoire que aussi les gens qui nous regardent puissent avoir un petit peu votre opinion sur JLA Avengers. Comment vous l'avez perçu, vous, à l'époque? Parce qu'on va pas se mentir, on l'a tous lu en 2003, hein, quand il est sorti, on est si vieux que ça. Et comment vous l'avez à l'époque perçu, et comment, en préparant cette émission, vous l'avez à nouveau perçu en quelques mots, hein, sans trop s'étendre. Doupe. Ouais, alors moi, j'ai adoré le travail de Busiek et Pérez sur Avengers. Ce crossover, il s'inscrit dans la continuité de ce qu'ils ont proposé chez Marvel à l'époque. C'est pas mon crossover préféré. Il y a de très bonnes qualités, notamment au niveau du dessin. On va pas se mentir. Je trouve le scénario un petit peu long, un petit peu trop bourré de références. Mais ça reste quand même quelque chose de pas mal. Moi, je l'avais lu une fois, hein, pour tout vous dire. Là, je l'ai relu 2 fois, hein, pour l'émission. Oui, je garde à peu près le même avis, c'est-à-dire que c'est très sympathique. Vraiment, au niveau graphique, Pérez se fait extraordinairement plaisir. L'histoire pour moi est assez quelconque. Il y a quelques envolées qui sont plutôt sympathiques, mais j'ai mis du temps. Pour moi, c'est très très long à démarrer, mais ça reste quand même un crossover qui est tout à fait correct. Voilà. Et toi, Doupe? Et toi, Ben, pardon.
Merci. Alors moi, je l'ai lu en 2003, j'avais, 16 ans. J'avais commencé les comics 5 ans avant. Pour mémoire, c'était, une production de Semic à l'époque Oui, qui, publiait quelques comics, d'ici, donc j'essayais de m'ouvrir à ça. Donc, JLA Avengers, ça a été d'une part une sorte de confirmation de mon intérêt pour l'univers d'ici où je voyais plus de choses. Mais aussi, le gros baroud d'honneur de Busiek et Pérez qui m'avait énormément emballé sur les Avengers. Moi, c'est mon crossover, favori. J'ai totalement vibré, j'ai été totalement emporté à l'époque par la lecture, par une narration certes classique que j'ai compris par la suite, mais qui m'a totalement emballé à l'époque, parce que mine de rien, je découvrais ce genre de choses, donc j'étais assez frais. ouais. Et en parallèle, j'ai trouvé ça extrêmement épique et très respectueux et très intelligent, sur la façon de faire. Le numéro final dont on va parler tout à l'heure, j'étais comme un fou et je me faisais la musique, dans ma tête, tout seul. Je vibre encore à certains moments et je peux être extrêmement bavard comme vous allez le voir à certains moments. Je l'ai relu quelques fois au fil des années, je l'ai relu récemment. Alors oui, 23 ans après, avec, désormais, bientôt 30 ans de lecture de comics, je vois ce qu'on va appeler les ficelles, mais ce qu'on peut aussi dire tout simplement le corpus d'un crossover, classique dans l'esprit, mais classique ne veut pas dire mauvais, ça veut dire en fait Non, souvent efficace. Et je pense que c'est, un maître étalon dans l'idée d'une rencontre entre 2 telles entités, 2 tels groupes, mais aussi dans l'approche respectueuse de chacune. Et pour la petite histoire, vu que Marvel et DC, multiplient, les petits essais en ce moment de crossover et qu'ils rééditent ça, je serais pas méga surpris qu'en 2027, on ait un nouveau JLA Avengers, mais c'est juste mon idée perso. Bon, je vous propose j'avais du... cru voir passer ça, moi. Non. Non? De Non, quoi? non, il y a non, il y a rien Non, d'officiel, il n'y a rien d'officiel. Non, non, non. Ok. Mais comme c'est vrai que comme ils sont en train de multiplier les crossovers mauvais, il serait peut-être temps qu'ils essayent de faire un bon Non! Non, il y crossover. en a un qui est bien. Non, Bon, mais allez, bref. on n'est pas là pour ça. Allez, on Allez. va démarrer le feuilletage. J'espère que tout se passe bien. Vous m'avez toujours à l'écran, les copains? Ouais, c'est bon, très Oui. bien. Allez, alors les 4 premières images ici, c'est en fait, ce sont les covers, hein, sans les logos, etc., qui sont des wraparound covers, qui sont de superbes dessins de George Pérez. George Pérez qui a une particularité enfin qui avait une particularité dans le monde des comics, qui est d'être un dessinateur capable de mettre en page l'action d'énormément de personnages, et donc évidemment comme vous pouvez le voir, c'est l'occasion pour lui de se mettre particulièrement en valeur, parfois même à l'excès, comme par exemple ici. On pourrait presque faire un Qui est Charlie Où est Charlie sur Ouais. cette cover-là. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Et puis il est aussi capable de faire des choses beaucoup plus simples, entre guillemets, évidemment, comme ce Superman très iconique avec le marteau de Thor et le bouclier de Captain America. Ce que l'on va lire ensemble là dans cette émission, vous ne l'avez pas vu au cinéma et vous n'êtes pas forcément prêt de le voir au cinéma, c'est pas pour tout de suite, ça viendra peut-être un jour, mais en tout cas c'est pas encore pour demain. Allez, on démarre avec donc le premier numéro de JLA Avengers. Petit éditorial de l'époque, hein, j'adore moi ça me fait sourire L'éditorial de Thierry Mornay, hein, qui est maintenant chez Delcourt. Hein. Thierry Mornay qui est chez Delcourt, le site officiel semic.fr.st, ça me fait sourire parce que c'était des noms de domaine qui étaient gratos à l'époque, ça me fait toujours marrer. Alors on y va, on démarre. Alors j'ai possibilité, hein, pour les spectateurs, comme vous allez le voir, j'ai possibilité de zoomer comme ceci et puis d'avancer sur certaines pages. J'espère que le rendu Pas est trop pas mal. sur la femme nue, Stéphane, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, allez. Donc, on démarre. On est sur le monde de Polémachus. Et est-ce que ça parle à certains d'entre vous, ce monde de Polémachus? Oui, c'est dans Ouais. l'univers Marvel, c'est lié aux X-Men. Il y a notamment une saga, très belle des X-Men dessus, mais on l'a aussi vu dans les Ah, Avengers. c'est plus les Fantastic Four pour moi. Hein. C'est vrai? Archon. Ah ouais, pour moi, Archon, il est sorti chez les Fantastic Four avec Tundra, tout ça. Ah bah moi Mais j'y pensais par rapport aux X-Men. Après on l'a vu chez les Ouais. X-Men. on l'a vu chez les X-Men Ah ouais. dans un grand album qui est un annual hein, avec si c'était encore dessiné par Pérez, hein, il me semble. Hein. Non, c'était pas Pérez, c'était Cockrum, je pense. Peut-être, ouais.
Mais Ouais. il y avait aussi le truc avec Diablo et puis après on le revoit dans les Avengers de Bob Arras avec les prémices de la folie de Circe. C'est dans l'idée une dimension alternative, de l'univers Marvel, ambiance Conan, on va Ouais, dire. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. On a quand même Tundra, hein, qui est là aussi, Oui. voilà, là-dedans. Alors vous me dites, hein, quand vous voulez qu'on zoome, qu'on s'arrête sur cette Ouais, Non, image. ouais, non. c'est bon. Voilà, donc On va pas zoomer sur ouais, tout parce que sinon on va y passer évidemment. 3 heures. Mais... On a un début un peu à la Crisis on Infinite, hein, c'est-à-dire avec un Ah, univers, un oui. antagoniste, un univers qui est totalement anéanti, hein, en bas de cette page, et puis ce mystérieux personnage aux yeux rouges luisants. Voilà, on sent qu'on n'est pas là pour déconner, il va y avoir des univers qui vont disparaître. On change d'univers, on est cette fois-ci sur... Alors là, je suis incapable de vous dire sur quelle terre on est, vous allez probablement Terre pouvoir 3. me dire. Voilà, c'est Terre 3. Avec les ersatz maléfiques, en fait, de la JLA, hein, Ultraman, etc., etc. Le Crime Syndicate of America. Ouais. Voilà. Et où eux aussi subissent l'assaut de cette entité aux yeux rouges et aux tentacules qui viennent étreindre et anéantir cet univers. Et avec en bas de cette page, ce tourbillon de cendres, on pourrait dire, qui atterrit entre les mains d'une entité qui n'est autre que Éternité. Éternité. Alors, il parle de plans vibratoires différents. Ouais. Donc déjà, ça pose. Oui, mais parce qu'il y a, pardon, Doup, tu as entièrement raison. Parce qu'en fait, il y a une petite spécificité. 2003, on est avant Infinite Crisis chez DC qui réinstaure les mondes parallèles, et donc on est dans la période entre Crisis et Infinite Crisis. C'est-à-dire qu'on est dans la période où, en principe, Ouais. il n'y a plus d'univers parallèle. C'est ça. Là, le CSA qu'on voit, Crime Syndicate of America, c'est celui de, alors on va dire Terre 3, mais en fait, en réalité, c'est celui du graphic novel Terre 2, Earth 2, de Grant Morrison et Frank Quitely. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on parlait d'aspects vibratoires différents. C'était en fait une pirouette pour parler de monde parallèle sans dire que c'était un monde parallèle. Et à noter qu'après JLA Avengers, Kurt Busiek, je dis Busiek, on dit Busiek, enfin bref, voilà, fera un run sur GLA et créera de nouvelles versions du Crime Syndicate of America qui disparaît ici. C'est juste le petit... D'accord, mais c'est bien. Alors pour info, j'ai recherché donc Archon, c'est les Avengers. Ouais, création de Roy Thomas et John Buscema. Tiens, ça ressemble à du Conan. Hein. Voilà. Ouais, logique. On va essayer de ne pas faire des notes de de 26 lignes. Mais il faut que je me contrôle, hein, donc c'est ça le problème. Alors, la entité, on a compris que voilà, on n'était pas là pour déconner, c'est que ça va être cosmique de cosmique, quoi. Voilà. Quand ce mec-là apparaît dans un comics, généralement, c'est que il va y avoir des grands travaux à l'échelle de l'univers, voire du multivers. Éternité, c'est pas un pissou, quoi. Hein, mais du coup, c'est intéressant parce que Éternité a en main l'univers parallèle d'ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Éternité, c'est Marvel. C'est Marvel. Bref. Ça amène déjà l'idée que les deux mondes sont... Il y a des passerelles, en tout cas, probablement entre ces deux mondes. Sur la page suivante, on a un grand ancien qui revient, qui est, comment dire, un des doyens de l'univers, hein, donc voilà, qui lui aussi a entre ses mains, enfin non, c'est toujours Éternité, pardon. C'est comment il s'appelle ? Le Grand Maître. Voilà, je cherchais son nom. Enfin, je cherchais son nom, son vrai nom, pas juste simplement le Grand Maître. Endwin Gast. Voilà, Endwin Gast, qui est un personnage déjà connu à ce moment-là des lecteurs, puisque c'est à lui qu'on doit le tournoi des champions, si je ne m'abuse. Oui. Voilà. Avec la mort. Voilà, avec la mort. Et donc, encore une fois... C'est à lui aussi qu'on doit un petit peu le crossover officieux avec l'Escadron Suprême, hein, il me semble. Hein. Oui, c'est lui qui les crée, les... Donc, on va pas partir sur de fait, c'est un bel hommage puisque l'Escadron Suprême, c'est quand même un rip-off de la GLA, quoi. Hein, oui. Et puis, donc finalement, la boucle est un peu bouclée. Oui. C'est ça. Et donc, notre doyen de l'univers va rencontrer l'identité de cet être suprême qui a anéanti déjà plusieurs dimensions, qui est, comme c'est indiqué... L'Anti-Monitor. Ah non, pardon. Non, c'est pas l'Anti-Monitor. C'est Krona. Petite pause sur Krona. En fait, Krona, c'est un super vilain qui apparaît dans Green Lantern, hein, dans les années 60, 50, 60, je sais plus. Et alors, moi, j'avoue que quand je l'avais lu, même quand je l'ai relu, je me suis dit,
ah, c'est Cronin. L'air de dire, bon, Ouais. ouais, il est pas super méga connu, quoi. Enfin, c'est Ah, il est dans pas. Crisis Oui, oui, aussi. non, mais il est dans Crisis, bien sûr, mais il n'a pas l'aura, on va dire, éventuellement d'un Darkseid Ouais, mais ou enfin, autre. le grand maître, c'est pareil, hein, c'est pas non C'est vrai, plus un. c'est C'est vrai, pas Thanos, hein. c'est Ouais, vrai, voilà. c'est pas Thanos. Bon, eh bien, Alors, ce qui est oui, terrible, c'est qu'on le ferait maintenant, il y aurait Thanos et Darkseid, hein, oui, ah oui, c'est puisqu'ils clair. sont Ouais, ouais. partout. Encore que, on a vu là dans le dernier, dans Imperial, il y avait encore comment dire, le grand maître qui était là. Donc il est encore d'actualité, hein. Enfin, on le Ouais, il a été dans réutilise. les films, hein. Ouais, aussi. Bon, on arrive sur une page où là, on se dit, mais il y a un gros problème quand même, c'est-à-dire qu'on a la GLA de l'époque qui bastonne un adversaire, mais qui n'est pas un adversaire de l'univers d'ici. C'est tout simplement Terminus, qui est un Oui, antagoniste de l'univers Marvel, hein, donc ça annonce la oui. couleur. Bon, en même temps, on est là pour un croisement entre les univers Marvel et DC, ça tombe plutôt bien. Pour la petite anecdote, juste comme ça en passant, Terminus, il a été utilisé dernièrement par Jed McKee dans le tout premier épisode de son run sur les Avengers. Voilà, je ferme juste la parenthèse parce que ça me faisait penser à ça. Bon, grosse baston, tout la GLA est au complet pour affronter cet adversaire. Et on se rend Bon, compte qu'ils travaillent en équipe. il, tra- il travaille en équipe, effectivement, avec un Batman qui indique à tout le monde ce qu'il faut faire. Cette puissance de l'enchaînement de Superman qui vole comme ça. Enfin, Perez, il était fort pour ça Ouais. quand même. Ouais, et puis j'adore, moi, les têtes, ça aussi, c'est très, très Ouais, sympa. ouais. Enfin, Toujours dans l'équilibre, hein. 3 à gauche, 3 à droite, une figure centrale qui dirige. Enfin, Ah, la ouais, narration, quoi. Hein. ouais, c'est toujours ah très très bah bien oui, posé. oui, Là, bon, on est dans de la baston, hein. C'est-à-dire que le but c'est Oui, oui, c'est voilà. sympathique. Alors j'aime C'est bien cette idée de Plastic Man qui tente de recouvrir. Moi j'aime bien cette image-là ici, là. Je sais pas si vous voyez ma souris d'ailleurs. Je ouais, sais pas. ouais, Ouais. tout ouais, à fait. avec Voilà, Martian Manhunter en reflet. Ouais, je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est vraiment super. Bah, la narration, hein. Et surtout que si la page d'après, c'est Martian Manhunter qui attaque, quoi. Donc ça, c'est vraiment un. C'est ça. Enfin voilà, c'est là qu'on voit que le dessinateur, Ouais. Je le remonte si vous bah, il a des idées, quoi. si vous Il a l'avez pas des vu, idées. hein, sur les lunettes de soleil, voilà, le Martian Là, Manhunter. Donc, voilà. il fait quand même la transition d'une page à l'autre et c'est plutôt chouette, quoi. Et sur la page suivante, on le retrouve ici, effectivement, bien vu. Bon là, le but c'est de montrer donc une grosse bagarre entre la GLA et cet adversaire, et puis d'interpeller le lecteur en mode mais what quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, il y a un petit élément qui sera important pour la suite, c'est que là, il y a le Spectre qui est l'incarnation de la colère divine et grosso Oui, modo une sorte de méga flic mystique hein, qui intervient pour gérer ça avec des petits encarts qui rappellent que c'était Hal Jordan. Alors pour les lecteurs actuels, ça doit surprendre un peu, mais il fut un oui. temps où Hal Jordan était mort, avait été remplacé par Kyle Rayner qu'on connaît aussi, et Hal Jordan était devenu le Spectre. Et Donc de la vengeance. Enfin, je sais plus donc comment c'est par ça des s'appelle. petites cases comme ça que c'est simplifié et présenté efficacement. Bon, dans le genre, case qui... J'ai pas passé de case, non? Non, non. Non, Si. non. Non, c'est bon. On change d'endroit, autre univers, hein, comme c'est indiqué. On est à New York. Alors j'adore cette vue qui est une contre-plongée absolue, presque en mode fish eye, même presque. Où là, c'est un autre méga groupe méga puissant de chez Marvel, donc les Avengers, dans la configuration de l'époque, qui affronte Starro. Et encore une fois, bah what quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment se fait-il que les deux équipes aient interverti leurs adversaires? Bon, moi sur cette case que j'ai adoré. Bon, déjà j'adore l'angle, hein. C'est-à-dire la prise de vue. Cette case, elle est géniale. extraordinaire. Voilà, Elle est enfin géniale. j'adore cette prise de vue. J'adore le valet de cœur, donc j'adore qu'il soit dans cette histoire. Il y a triathlon aussi, hein. Il était au cœur des Avengers à l'époque. Ouais. Une révélation par rapport à la triune pour l'arc final avec Kang. Personnage un peu oublié maintenant, qui a disparu. Hein, mais, il a pris un tournant troublant avec Secret Invasion où du coup avant il était devenu, alors je vais le faire en français navré, un 3D man. Ouais. Il était devenu chasseur de Skrull mais en mode méchant. Et c'est un peu le problème de certains personnages secondaires de la fin des années, enfin qui ont subi des traitements de fin des années 2000 qui les ont
placés dans des postures extrêmes. Je pense aussi à Speedball, qui a eu un énorme. Ouais, avec Penance, quand Ouais. il est enfermé dans une vierge de fer. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de base n'est pas forcément mauvaise, que Oui. concernant les personnages, mieux vaut ça que rien, et en plus, il y avait du sens. Mais pour les faire revenir après, c'est pas C'est facile. compliqué. Petit spotlight, moi je trouve, sur la sorcière rouge qui à l'époque arborait son costume inspiration gitane. Meilleur Oui. costume. Ouais, qui est un Costume des meilleurs de costumes. Pérez, hein. Voilà, qui est un Ouais, des meilleurs meilleur costumes qu'il ait eu. Ouais, ouais. Bon bah là on a finalement c'est une scène miroir, hein, c'est-à-dire que c'est Ah deux bah méga c'est équipes, complètement une scène miroir. Il y en aura beaucoup hein, il y en aura beaucoup dans le comics. Mais ce qui est cool aussi, c'est que, pardon Doupe, c'est Ouais, que vas-y. on a une rencontre pré deuxième énorme vague d'adaptation comics. C'est-à-dire que si ça avait été fait ces dernières années, il y aurait eu un rôle méga prépondérant pour Iron Man, par exemple. Oui. Avant, il y aurait eu un Batman qui aurait fait 26 enchaînements contre Terminus, etc. Oui. Donc là, on est vraiment encore dans une veine classique. Ça ne veut pas dire que les personnages n'auront pas d'importance. C'est juste qu'en fait, ils étaient à des places bien cadrées pour vivre dans le collectif. Et c'est ça aussi qui rend les Avengers étaient quand même avaient pas le niveau de notoriété qu'ils ont maintenant grâce au film, quoi. Ah non, ça aussi, c'est hein. clair. Enfin, Bah on est en 2003, hein, enfin je crois. Ouais. Attendez que je regarde sur. Bah, du coup, 2002, je pense que c'est sorti chez eux. Mais, ouais, 2002, 2003. C'est vrai que c'est toujours écrit. C'est sorti en 2004 en France. Donc 2003 aux États-Unis, mars 2004 en France. Donc évidemment, le MCU n'existe même pas, quoi. Donc les Avengers sont connus de personne à part les lecteurs de comics, quoi. Donc, et comme tu dis très justement, on voit bien que Iron Man aujourd'hui aura une place bien plus importante que celle que l'on voit là, clairement. Ouais. Ou Captain America aussi. Mais du coup, comme tu le disais, il y a un équilibre aussi dans la répartition des tâches et de la présence, quoi. Bon là c'est intéressant quand même cette confrontation avec Starro parce que cette bestiole là qui colle des étoiles de mer sur la gueule des Avengers, je trouve ça plutôt bien foutu, et puis ça nous donne aussi ce type de case hein, de Perez que moi j'adore hein, quand il fait ce genre de choses. Ce que j'appelle les cases Crisis, moi. Ouais, ça fait évidemment penser à Crisis, effectivement. Moi, alors là pour le coup, moi j'ai pas trop aimé l'idée de Vanda qui utilise sa magie du chaos pour envoyer Starro, parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de lien entre Starro et la magie, moi. Mais alors, je pense plus que c'est le côté chaotique, alors que Starro incarne un ordre absolu basé sur le contrôle absolu. Ouais. Tu vois. Oui. Après, derrière, le côté sorcière rouge qui règle tout par la magie du chaos, c'est grosso modo le ressort du run de Busiek sur Avengers. C'est le début, c'est le milieu, un peu moins la fin, mais c'est cette idée-là véritablement. Ça choque pas trop. Non. Ouais, non, mais moi c'est pas la meilleure idée que j'ai trouvée, moi. Voilà. C'est un des problèmes de Wanda où ses pouvoirs n'ont pas forcément été toujours très bien délimités, et c'est un travers dans lequel tombent beaucoup de scénaristes, c'est que elle gagne parce que ta gueule c'est magique, elle est plus forte, quoi. Enfin, et on remarquera que là, je trouve, enfin à mon sens, là les Avengers, ils agissent un peu moins en équipe que la JLA, quoi. Et c'est un poil plus sombre. Et je pense que ça va définir un peu l'approche de Busiek sur les deux équipes, sur le crossover qui arrive. Je trouve que c'est déjà... Je suis presque d'accord, mais je mettrais un bémol. C'est-à-dire que la Justice League, c'est des pros très disciplinés. Oui, c'est ça. Qui ont l'habitude et qui gèrent et qui ont toujours leur sang-froid. Les Avengers, ils gagnent toujours, mais grosso modo toujours à l'arrache et sur un coup de chance ou ce genre de truc. Dans l'idée, tu vois, si tu faisais une métaphore sportive, la JLA, ça serait une équipe de sport qui a un plan de jeu et qui le met en place et qui assure comme pas possible. Et les Avengers, en fait, c'est une bonne équipe, mais où en fait, à un moment, l'idée, c'est on laisse les rênes aux individualités et on voit qu'ils arrivent à sortir de la galère du jour. C'est ça. Ouais, exactement. J'avance.
bon, bah, évidemment, ils finissent par vaincre Starro, hein, et donc ils se réunissent au sein du manoir. Et là, les petites vignettes qui vont faire avancer certaines choses. Donc, on a Khazar, hein, qui était un personnage avec des cheveux longs, qui était un personnage important. C'est pas Sentry, hein. Enfin, voilà, pour les nouveaux lecteurs. Non. C'est Khazar, qui à l'époque avait, je crois bien, il avait encore une série à son nom, je crois. Je suis pas Non, je sûr. crois pas. Non, Non. Elle était peut-être déjà finie, ça c'est. Elle Non, non, elle déjà était finie. finie, mais il traînait dans pas mal les quelques événements cosmiques qu'il y avait. Grosso modo, Quasar, c'est, on va dire, l'équivalent de Green Lantern, parce qu'il a des anneaux qui lui permettent de créer Ouais. n'importe quoi en mode protecteur cosmique tout seul. Ouais. Voilà. Et à l'époque, oui, il avait quand même ça ressemblait à du Captain Marvel, enfin Captain Marvel version Marvel, hein, en fait. Et donc là, Et on est pré-annihilation en plus, hein. Pardon, Stéphane. Ouais. Ouais, bien sûr. Et là, il informe donc les Avengers que bah il se passe des trucs à l'autre bout de l'univers Alors, assez ouais, bizarres. moi j'ai un truc parce que autant je reconnais Lobo avec la garde impériale des Shi'ar, Ouais. l'autre case, je sais pas ce que c'est. C'est les Kund, les Kund. Ah, je sais pas du tout ce que c'est ça. C'est des comment dire ça? Les Kunz, c'est une race de d'ici, de la planète Kundia. Grosso modo, ils aiment l'agressivité, la violence, etc. On les a vus dans Adventure Comics. Ils se sont tapés avec Doomsday, ils ont réussi à tenir un peu. Ils ont été dans Invasion. D'accord. Ça fait partie des choses qui sont moins fluides pour nous Français, parce qu'on n'a pas eu en fait les comics post-crisis directement, et tout l'aspect cosmique nous est inconnu. Nous, on a commencé à avoir les comics à partir du début des années 2000, qui était peu ou prou en fait un retour au classicisme global. Donc tous ces apports sur Et les notre gars race. roses, c'est qui? Hein? Les gars roses là. Ah non, les Garros, c'est les Kunz. Kunz. Les autres, je sais pas qui c'est. Ouais. Ouais, ils ont pas trouvé d'espèce à mettre en face connue, quoi. Voilà. Si vous savez qui c'est, dites-le en commentaire. Hein. Ouais, n'hésitez pas. On va trouver ça. Je reviens, moi, sur la case avec Lobo. Moi, je suis toujours fasciné par le détail du dessin de Pérez. Hein. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Il casse toute la garde impériale dans la case, quoi. Enfin, voire même, c'est la garde impériale version... le line-up enrichi, quoi. C'est-à-dire qu'il n'en oublie pas, quoi. Donc, non, c'est limite aujourd'hui, vous auriez ça, vous auriez DC et Marvel qui vous ferait une mini-série Lobo contre la garde impériale en 4 numéros pour justifier la présence de cette case-là. Et je serais client. Oui. Hein. Dessiné comme ça, moi je suis client. D'ailleurs, Lobo contre la garde impériale, moi je serais curieux de voir ce que ça donne. Il est chouette le Lobo de Pérez. Hein. Ouais, il est bien, il est très très bien. Il fait presque penser à Momoa là. Hein? Ouais, ça passe bien. C'est un bon casting, moi aussi. Hein. Ouais. Bon, donc voilà, donc c'est un peu le bordel dans les univers. On revient dans l'univers d'ici, et donc là, notre brave Flash. C'est Wally West, hein, Flash. Ouais, c'est Wally West. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il a pris un morceau de l'armure de Terminus, et il essaye en fait de rentrer, si je me souviens bien, il essaye de revenir dans l'univers d'où vient Terminus pour comprendre un petit il peu se branche plus sur la fréquence vibratoire, cette fameuse fréquence vibratoire dont on parlait au tout début. Donc il traverse la barrière des mondes. Flash a l'habitude de faire ça, il faisait ça pour aller sur Terre 2, il faisait ça pour franchir les mondes. Et du coup, il se retrouve dans le monde Marvel. À l'emplacement où se trouve Keystone, mais dans l'univers Marvel. Et donc, c'est pas Keystone, c'est un petit village, parce qu'évidemment, Keystone n'existe pas dans l'univers Marvel. Là, je trouve ce passage-là, il est assez fun. Enfin, fun, il faut le dire vite, mais il est super intéressant. Il tombe sur une émeute anti-mutante, c'est-à-dire où on traque un mutant, et lui, il essaye de gérer un peu cette situation, comment dire, j'aime beaucoup ça. Bon, alors, vous avez peur, d'accord, mais si ce gosse a commis un crime, appelez la police. Alors, on a presque envie de lui dire, non, ça marche pas tout à fait comme ça dans cet univers. Donc, c'est plutôt bien fait, et quand il essaye de faire appel à son super pouvoir qui consiste à courir super vite et donc en étant connecté à la force véloce, il se pète la gueule parce que il n'y a pas de force véloce dans l'univers Marvel et donc il a plus de pouvoir. Et non. Et c'est
j'ai trouvé ces 2 pages, moi, à chaque fois, ça me fait, quand je le relis, je me dis, ah, quand même, ça, c'est bien joué d'y avoir pensé. D'avoir pensé qu'il n'a plus de force véloce et qu'il ne peut donc pas utiliser sa super vitesse dans l'univers Marvel. J'ai trouvé que c'était une super idée de la part de Bucci. Ouais, c'est très fluide. Ouais, ça se passe très très bien. Alors, ici, on le sait pas encore, mais ça se passe pas bien pour Flash après. Hein. On va le voir juste un petit peu plus tard. Donc, on retourne sur la tour de la GLA. Alors là, il se passe quoi, là, les amis, sur la tour de la GLA, la tour de Gay? Alors, les Tanagar, ils voient que les les Tanagariens Tanagariens, ouais. affrontent les Skrulls Ouais. et Ouais. que Mongul affronte les Broods. Ouais. Ça aussi, Donc là, c'est vraiment un effet catalogue. Hein. En fait, ils classent. Ils essayent de placer tout ce qu'ils peuvent. Vous voyez que le Green Lantern, là, c'est donc Kyle Rayner. Hein. Ouais. Moi, enfin, en termes de dessin, putain, le mec, il fait un effet. Vous avez vu, là, l'effet de transparence sur ça, là? Enfin, c'est même pas fait par ordinateur. Ouais, petit big up au coloriste préféré de Perez, qui est Tom Smith, hein, qui a fait vraiment... ouais, c'est Tom Smith. Qui a vraiment un taf de dingue et qui adorait bosser avec lui. Hein. Alors quand je disais que Flash a pris cher, on découvre qu'il s'est donc fait péter la gueule par les habitants de Keystone City. Je rigole un peu bêtement, mais je m'attendais tellement pas quand je l'avais lu, je me souviens, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit traité ainsi que ça me fait toujours rire ce passage-là. Ce qui expliquera aussi après certaines réflexions des membres de la GLA par rapport à l'univers Marvel. Petit élément juste de contextualisation, on voit qu'Aquaman a les cheveux longs, une sorte d'armure, et en fait on voit qu'il a une main étrange. À cette époque, Aquaman avait perdu sa main gauche et avait pris un tournant plus sérieux, un peu, pas forcément dark, mais sérieux, brut, véritablement. Là où on a souvent considéré le personnage comme un peu drôle ou même ces dernières années, il est devenu un peu épique, etc. Là, on était sur un Aquaman très mutique, très froid, très direct. Très guerrier aussi. Très guerrier, un peu Black Pantherien, on va dire. Dans le côté, je suis un roi, je viens aider, mais mon royaume avant tout, etc. Donc voilà, c'est juste pour... parce qu'il y aura d'autres moments là-dessus, et oui, ça surprend les lecteurs d'aujourd'hui. Ouais, tu fais bien de recontextualiser effectivement certains personnages parce que ça va avoir son importance par la suite, puisqu'ils vont jouer avec ce genre de choses, évidemment. Zut, je vais un petit peu trop vite. Alors, panique à la tour des GLA parce qu'ils ont un visiteur, et ce visiteur, c'est rien moins que le gardien. Watu. Voilà. Et ils n'ont pas forcément l'habitude, quoi, les membres de la GLA du gardien, hein, qui ne dira rien, qui observera. C'est normal qu'il soit là parce qu'il a été transporté et il habite sur la Lune et ils sont sur la Lune. C'est ça. Et on est tout à fait cohérent. C'est pas un hasard. Et, c'est pas n'importe quoi, oui. Et Martian Manhunter découvre qu'il n'arrive pas à percer sa sonde mentale n'arrive pas à atteindre le gardien. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'il lui parle en allemand en plus. Bon, il le parle en plusieurs trucs. Hein. Là, je sais pas ce que c'est, mais, il essaye. Il a aimé Who Are You, et puis il y a quelqu'un d'autre. Voilà quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Donc le quelqu'un d'autre qui arrive, c'est donc le grand maître qui déboule. La GLA essaye d'intervenir tout de suite avec l'anneau de Kyle Rayner. Et donc, alors c'est ce moment-là où le grand maître leur explique le principe. Voilà, c'est ça. Le grand maître va leur expliquer le principe de ce qu'il attend d'eux, en fait, a priori. Et là du coup, on commence. Voilà. Ouais. C'est ça. Vas-y, Ben. Il y a non, 12 pardon. objets. Ouais. Oui, là derrière, on part directement sur le format classique dont on parlait avant, c'est-à-dire la chasse à l'objet. Le tournoi des champions. Ouais, dans l'idée, c'est ça. Alors, pour être tout à fait honnête, là, ça fait partie des objets, on va dire, mythiques de l'univers d'ici. Même après bientôt 30 ans de lecture, je les ai pas tous. Non, moi non plus. Hein. Juste le masque de Méduse, de mémoire, c'est celui du psychopirate. La lance du destin, c'est celle qui a, dans l'univers d'ici, a été utilisée par Adolf Hitler, pour empêcher les super-héros américains de venir sur le sol européen, parce que c'est la lance qui aurait... Référence à la GSA.
la batterie de Green Lantern, l'orbe de bras de Métamorpho, c'est ce qui a transformé Rex Mason en Métamorpho qu'on a vu dans le film Superman de l'an dernier. Ouais. Le livre d'éternité, j'en ai fichtrement aucune idée. Ah bah, c'est Éternité de Sandman, hein. Ah bah voilà. oui. La roue, la cloche, oui. la roue et l'urne, je sais pas. Si, ça c'est Dr. Fate, je crois. Voilà. Non mais voilà, c'est et ouais, donc Ouais, chez Marvel, c'est guère mieux, hein. ouais, mais Marvel, je les ai. Donc Ouais. Alors, c'est dû au fait qu'il y a quand même eu bien plus de publications Marvel en France oui, à oui, cette c'est ça. époque-là. Et puis, je pense qu'il y a un petit côté... bon, il nous en faut 12. Alors, il nous en faut 6 chez DC, 6 chez Marvel. Chez DC, on a quoi? Ouais. Et puis, bah, il y a peut-être moins d'artefacts connus chez DC. Donc, évidemment, il y a des évidences. Hein, la lanterne, bon, oui. Le masque de Méduse aussi. On en entend encore parler aujourd'hui, hein, du masque de Méduse. Donc, Bah, le masque de Méduse, c'est quand même un élément important aussi de Crisis on Infinite Earth, hein. Mais chez Marvel, moi, il y a des trucs que moi, je me souviens quand je l'ai lu en 2003, je voyais pas trop ce que c'était. Bon, on les voit là. Hein. Voilà. On les voit aussi. Ouais, bien sûr. Mais... Ouais, il y a mais, le cube cosmique, il y a la lampe torche, là, là, celle-là, moi, à ça l'époque, je sortit l'avais pas. après, mais Ouais. c'est pas le truc de De Psychoman. Wotomb. Non, c'est la lampe. Le truc de Watomb, du Doctor Strange, t'as les anneaux, t'as cette espèce de coffret, je sais pas ce que c'est. Bah, le coffret des hivers anciens de Thor là. Ah Ouais, oui. Le truc des hivers perdus. T'as l'annihilateur ultime, les pierres d'infini. Ça aussi d'ailleurs, c'est là où on est près MCU. Les pierres d'infini, Ça, c'est c'est juste clair. le milieu de tout le monde en fait, tu vois. C'est Ouais, tu dis, ah oui, donc il y a d'autres objets qui sont méga aussi puissants que les pierres d'infini. voilà, ça va bien se Bon, passer. bah... Ouais, du coup, c'est cool. Mais là, on est sur du cheminement très classique. Alors, c'est Ouais. bien fait, c'est bien écrit. Mais oui, on peut avancer tranquillement. Ouais. Donc il leur explique qu'il va falloir aller chercher les objets, donc il va falloir aller et que alors je sais plus s'il y a un deal, c'est il leur explique bien qu'il y a une autre équipe qui est chargée aussi de retrouver les objets et c'est l'équipe qui en aura récupéré le plus qui gagnera, c'est ça hein, Oui, dans tout ça l'idée, c'est ça. Et là, du coup, on a Atom, qui est personnellement mon super-héros d'ici préféré, qui est là. Alors, c'est pas juste pour me faire plaisir, c'est aussi un des membres fondateurs enfin, pas fondateur, mais très important de la JLA et qui est souvent utilisé pour des missions d'infiltration et du coup débloqué un peu narrativement en mode j'étais là, j'ai tout entendu, je peux vous dire des choses. Et ce qu'il va faire encore une fois ici, Oui. un petit peu plus tard. Et donc bah, voilà les membres de la JLA partis dans l'univers Marvel. Si je me souviens bien, Oui. pour récupérer un maximum d'objets. Et donc on va être sur un schéma, comme vous le disiez, de course à l'objet. Grosso modo, chaque volume des 4 épisodes va avoir une thématique. Une thématique, ouais. Voilà. Donc, bah, les Avengers, eux, de leur côté, comprennent bien que ça va être, comment dire, qu'il va y avoir des adversaires qui vont arriver. Ouais, là, il y a un moment qui est assez sympa et qui, à mon sens, caractérise bien l'univers Marvel. C'est-à-dire que Tony Stark a galéré pour créer une alerte. Il est sur le point de se reposer, on le voit, il se masse les yeux et d'un coup, il y a l'alarme et Œil de Faucon lui dit c'est un test, pas vrai? Eh ben non. Ouais. Bon, ce qu'on attendait est Mmh. arrivé. Ah oui, et du coup, pour les lecteurs qui ne savent pas, c'est le vrai costume d'Œil de Faucon et on dit Œil de Faucon et pas Hawkeye. Voilà. Ouais, à l'époque, on disait. Et on fera et c'est le meilleur. Et c'est le meilleur. C'est bien. Bon, grosse double page où bah, les membres de la JLA, alors on a cette représentation assez incroyable ils passent d'une terre, d'un univers à un autre. Voyez, alors, ils sont déjà arrivés sur l'univers. Ils sont ouais. sur la Lune et ils arrivent sur la Terre. Et du coup, coup, petit tour du monde de la Terre Marvel. Donc, passage en Latverie, passage sur Genosha, passage pour voir les dégâts de Hulk. Alors, à chaque fois, Batman dit non, on n'intervient pas, on respecte le plan, Superman, ne t'emmène pas. Et du coup, il voit le Punisher tuer des gens. Et si tu peux juste descendre, Stéphane. Ah, pardon. Excuse-moi, j'ai été un peu vite. Et donc, en fait, on voit, du coup, même Plastic Man, qui est un ancien criminel, qui dit « Ah, les dealers, je les détestais ». Et en fait, Batman voit ça et case superbe après. Ouais. Bon. Non, et là, on voit juste dans les lunettes de Plastic Man, une fois de plus, qu'il a craqué, il n'a pas respecté ses propres trucs, etc. Et Batman s'en tape complètement. Pour être bien clair, c'est qu'en fait, D'ailleurs, Batman... ça m'a fait penser, parce que là, vraiment, on est complètement sur du hors-cadre. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le Batman et le Punisher. Ouais. Et je me suis demandé si c'était pas en lien avec un des crossovers Batman-Punisher, mais j'ai pas trouvé. Je pense pas, parce que sinon ils en auraient parlé. Batman aurait dit j'ai déjà eu une rencontre avec un autre monde, etc. Ouais. Sachant qu'en plus Batman-Punisher, ils étaient sur la même terre, non?
Parce c'est toujours la différence entre Je les crois, ouais. crossovers Marvel et DC. Tu as les crossovers Marvel et DC Oui. où en fait officiellement il y a un voyage entre deux mondes. Par exemple, les Batman Deadpool et Deadpool Batman actuels sont sur deux mondes différents. Là où, par exemple, les Spider-Man Superman et Superman Spider-Man sont sur la même Terre. C'est ça. Et le Batman Punisher et Punisher Batman, je crois que c'était la même Terre, donc on n'est pas sur le même fonctionnement qu'ici. Alors, il y a quand même un truc terrible, c'est quand on voit la différence entre l'univers DC et l'univers Marvel, là. Oui, Enfin, alors, je trouve que là, c'est quand même vachement. Ah, vachement c'est le plus propos, noir. hein. Ouais, ouais, Ouais. effectivement. J'aime bien le fait que ici, le Martian Manhunter, il est exactement sensiblement la même pose, enfin, c'est la même idée Mmh. de pose que le fauve Mmh. chez Grant Morrison avec Frank Whiteley, qui le représente tenant un crâne comme ça. J'aime Ouais, bien. sauf qu'il fait pas une blague là, lui. Oui, oui, alors, bah, évidemment. Voilà, donc il se retrouve sur une île de la mer de Sur une mer. voilà, de Okotsk, voilà. c'est l'île des monstres, en C'est l'île fait. des C'est l'île monstres. des monstres. Et donc, youpi, on a Phim Phan Pung qui Mmh. arrive. Et puis, c'est aussi, je pense, un Les petit autres clin d'œil. bestioles. Ouais, et puis je pense aussi un clin d'œil à la période pré-Marvel, c'est-à-dire où Marvel publiait des histoires de gros monstres aussi. Oui, et puis l'univers d'ici a aussi Dinosaur Island avec des grosses bestioles, hein, Oui. donc Voilà. ça Donc, il y a des points communs. Donc, tout ça, évidemment. Alors, bon, il y a de la baston. Hein. Enfin, on vous avait pas menti. Hein, c'est diversifié, hein, ça ça y va. Ils mettent la main sur l'anéantisseur suprême. l'annihilateur. L'annihilateur suprême, pardon. Ultime. Excusez-moi, ultime. Et là, bon, c'est un des moments que j'aime bien. C'est quoi? Une petite flèche violette avec les fameuses cases dont on parlait tout à Et l'heure. et on voit juste le bout du sourire de Œil de Faucon. D'œil de faucon Ouais. ici. Et ça, c'est typique. Ouais, pareil, moi, j'ai pensé tout de suite au tournoi des champions, quoi, où il y a à peu près des trucs similaires aussi. Exactement. Je peux presque l'entendre, le hé d'Œil de Faucon dans sa tête. Il y est pas, mais il y a un peu ça. C'est un peu l'idée. Sauf qu'il va pas durer longtemps, le hein, puisque page suivante. Mais qui êtes-vous? Oui, pardon. Excuse-moi, Ben. Oui, bah, en fait, c'était une flèche boomerang qui revenait, mais Eh oui. Wonder Woman, parce qu'elle est quand même très rapide, mais là aussi collectif, discipliné, et cetera, elle le chope, elle le chope. Donc les Avengers parviennent à renvoyer la JLA sur leur monde, mais ils Elle n'ont a pas eu récupéré. Voilà, elle a gardé avec elle l'anéantisseur suprême. J'ai pas parlé, mais comme on est en train de travailler sur un scan d'une traduction quand même d'un traducteur français, c'est Edmond Touriol qui traduisait à l'époque comment dire l'épisode, et c'est plutôt bien de pouvoir le mentionner dans dans cette vidéo. Oui, parce qu'en plus, la trad est plutôt Oui, tout à fait. bonne. Ouais. Il était, je crois, vraiment au tout début de sa carrière. Peut-être pas au tout début, mais au début, en tout cas, de sa carrière de traducteur. Sacré boulot pour, comment dire, pour lui. Donc, la JLA donc, qui fait le point sur ce qui a pu se passer. Les Avengers qui sont pas contents du tout de s'être fait choper l'anéantisseur. Ouais, parce que Iron Man, il a inventé un bidule qui les renvoie chez eux, la JLA, hein, c'est Ouais, ça. c'est Hein. ça. Là, du coup, tu as Œil de Faucon qui commence à dire: «Oui, il me semble familier», donc on en parlera plus tard, mais voilà. Ouais. Et là, du coup, il y a C'est quoi parce je veux qu'en pas. fait, il dira après, il y a bon, on va spoiler, mais il y a une super vanne après en disant: Ah oui, «C'est que c'est des vrai. copies d'Escadron Suprême, en fait». C'est ça, Ouais. exact. Oui, tu as raison. C'est cette bulle-là, elle annonce la ref qui viendra après. Donc, et là, c'est Metron qui arrive. Donc, Metron, un personnage de l'univers DC, qui arrive dans l'univers Marvel. The New God, celui qu'on voit toujours et on comprend jamais ce qu'il fait, en fait. En tout cas, il en branle Il pas est une. mystérieux, il est là, il apparaît, on a l'impression qu'il sait plein de trucs, mais en fait, il fait jamais rien. Il en branle pas une, il est toujours en photo. observe. Il observe, ouais. C'est pas beau de taper les handicapés. Mais Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, il fait un peu le même job que le grand oui, maître mais avec. c'est ça. Voilà. Hein, Et du coup, là, on a donc les gemmes de l'âme, qu'on dit de l'infinité, le coffret des hivers anciens, le mauvais œil, qui est de Psychoman, le sceptre de Watumb, l'annihilateur, Le cube cosmique. le cube cosmique, évidemment dit par Captain America, qui a une très très grande histoire avec le cube cosmique. Hein. Oui. Donc là aussi, c'est pas anodin aussi que Thor reconnaisse le coffret des hivers anciens. Donc ça a du sens
là-dessus, là aussi Vanda qui identifie l'élément mystique. C'est là où derrière on voit que c'est vraiment un truc qui est Et il y a pensé. juste Hawkeye qui a rien à voir qui fait ouais. Mais parce qu'on vient de le voir, on vient de le dire. Et donc là, voilà, mon chouchou Atome, ressort scénaristique, qui est là et qui du coup, peut voir ce qu'il en est. Donc en fait, on a le côté complet du reste. L'idée, c'est que les 2 équipes sont orientées pour retrouver des artefacts. Pourquoi? Faut voir par la suite, mais voilà. Donc là derrière, le Metron donne, une boîte mère, une mother box qui est, Oui. une machine miraculeuse des New Gods. Il va y avoir une Heu, utilisation assez rigolote de la boîte mère d'ailleurs, hein, qui va se brancher, oui. enfin Iron Man va se brancher dessus. Je sais Mmh. plus si c'est tout de suite là, mais il D'ailleurs, aura un petit peu l'armure plus était tard. moche à l'époque, hein. C'était pas une belle période d'Iron Man en plus, Non. de mémoire. Je sais plus s'il y avait déjà Mike Grell et Ouais, c'est dans ces eaux-là. s'il révélait son identité pour sauver un chien. Enfin, c'était, Avant que Quesada revienne et après que ce soit relancé. Il y a eu les Knopf après, hein, je pense. Je sais plus. non, d'abord il y a Extremis. En fait, Oui, Extremis, ouais, tu as c'est Mike ça. Grell, après tu as la période où il est secrétaire d'État et Oui, après tu as Extremis. Là, on c'est est ça. déjà lors de la post-relance, où il avait changé d'identité, il était devenu Hogan Potts avec une armure en métal liquide par Humberto Ramos. Ça avait pas de sens. Non, Non. c'était pas le. Bon, alors il se connecte à la boîte mère, elle lui parle. J'aime bien comme elle et moi, bah oui, on peut communiquer forcément. Et on retourne sur Metropolis, où là, bah, cette fois-ci, les Avengers déboulent grâce, comment dire, à la fusion de la boîte mère et d'Iron Man. Le tunnel ici, c'est un tunnel boom, hein. Oui, Ouais, hein, clairement, hein. Donc voilà. J'aime bien la réaction des super vilains. c'est l'Intergang, ça, hein, il me semble. Hein. Si c'est des criminels à Métropolis, ça doit être l'Intergang. Non, c'est pas Intergang, Non. c'est je sais plus qui. D'accord. C'est pas Intergang. En tout cas, ils pensaient Ok. de peinard parce que la GLA s'était barrée. Bah non, en fait, il y aura toujours des super-héros pour venir les faire suer. Et là, bah, c'est pareil, c'est encore un effet miroir. C'est-à-dire que là, eux, ils se rendent compte que la population les adore, quoi. C'est ça, exactement. C'est Avec, vraiment ce premier numéro, il est vraiment construit en miroir, quoi, en fait. avec Vif Argent qui dit: «Ah mais ils ont un bolide!» Ouais, C'était bien. Et ils ont même un musée. Ouais. ouais, c'est ça. Mais j'avoue tourner parfois vieux con sur un certain nombre de choses, mais j'aimais bien ces traductions, ces francisations. On parle pas de speedster, on parle de bolide. Œil de faucon, on peut dire ce qu'on veut, mais ça avait une forme d'élégance quand même Ouais. dans le nom. Œil de faucon, de toute façon, ça. Après, c'est toujours pareil. C'est parce que nous, on l'a connu comme ça aussi. Oui, mais il y avait une quelqu'un élégance qui- dans le et il y avait Dans une la recherche. traduction, Ouais. ouais. Ah, après, il y avait quand même des fois des trucs qui marchaient pas, hein, mais Oh, c'était quand même ouais. bien. Et donc, bah, voilà, forcément, à un moment ou à un autre, fallait bien que ça arrive. Les 2 équipes se rencontrent et vont avoir l'occasion de discuter un petit peu. Et là, on va clairement sentir c'est un peu 2 salles, 2 ambiances, quoi. La GLA et les Avengers. Super planche, hein, encore une fois, de Perez. Avec, on sent quand même déjà la tension entre Superman et Captain America. Ouais. Alors, Captain America qui est quand même présenté ici. Alors, autant Superman, emblème et représentant de l'univers d'ici, ça fait sens. Encore une fois, il faut recontextualiser la chose. Captain America n'était pas le super-héros le plus connu chez Marvel à l'époque, quoi. En Non, mais revanche, c'était l'icône des Avengers quand même. en revanche, c'était le premier. C'est le premier super-héros de Marvel, comme Superman était le premier super-héros Tout de à DC, fait. quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si les Avengers à l'époque étaient moins primordiaux qu'ils ne le sont maintenant, malgré tout, Captain America était le maillon très régulier de l'essentiel des équipes, Oui. enfin de l'essentiel des formations des équipes, véritablement. Donc c'est Il a normal qu'on n'ait pas Batman et je ne sais qui d'autre. Là, on aurait certainement Batman, Iron Man Ouais, de nos jours. de Hein. nos jours, ouais. ou même Wonder Man qui aurait une présence, Ouais. forte, finalement aussi, Wonder Woman, oui. Ouais. parce qu'elle est un peu en retrait, elle est un peu en retrait quand même dans le crossover, hormis sur Oui, l'épisode, tout à fait. Bah, en retrait, disons qu'elle a à peu près le même temps d'exposition que les autres en dehors de Superman, Captain America.
potentiellement Batman. elle a le même rôle qu'Iron Man, finalement. Ouais, c'est ça. Votre invasion s'arrête ici, Avengers. Votre monde est peut-être un chaos monstrueux, mais vous ne mettrez pas la pagaille chez nous. Ouais. Voilà. Et la réponse de Thor, elle est classique. Hein. Non, mais d'abord, tu as les deux faucons qui vannent sur l'Escadron Suprême. Bon, on Oui. le rappelle, l'Escadron Suprême, qui est la version Marvel de la JLA, qui d'abord a été créée par le Grand Maître, avec plusieurs versions, mais notamment une maxi-série très très connue, qui est sortie au milieu des années 80 par Mark Gruenwald, et qui est sous-estimée, mais qui prépare, on va dire, la maturité d'un Watchmen, véritablement. Oui. Après, il y a eu beaucoup de choses. Les lecteurs récents s'en rappellent par rapport à l'événement Heroes Reborn de Jason Aaron, mais dans l'idée, c'est cocasse qu'Œil de Faucon dise que la JLA, qui est l'original, corresponde en fait, enfin, soit la copie de Oui. l'Escadron Suprême qui est l'ersatz, véritablement. Ouais. Ces nazes, ils ont pompé sur l'Escadron Suprême. Je parie qu'ils sont sous hypnose. Ah oui, parce que l'Escadron Suprême est une fois sur deux sous hypnose. Oui, ça. Ouais, mais tu vois, Genre 2 fois sur 3. Hein. oui, mais tu vois, ça, quelqu'un qui ne le sait pas, bah, il comprend pas la remarque de Œil de Faucon. Oui, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Mais du ça coup, passe quand quand tu même, sais, ouais, c'est tout à d'autant plus fait. fun, en fait. Bon, alors, voilà. Les SS volants, quand même, hein, de Captain America, quand même. C'est ça. Ouais, donc, on est bien là. Et puis on Sur a un Thor, bon contact. on a Thor qui commence un petit peu à s'énerver aussi avec le petit effet. Ouais, et du coup, page d'après, j'aime beaucoup cette page, moi. Voilà. Je kiffais le Thor de cette époque. Alors, je trouve qu'il a été régulièrement bien écrit, etc. Mais j'adorais les envolées lyriques de Busiek dans Avengers ou de Jurgens dans le run concomitant de l'époque. Hein, où tu sentais que le mec, il y avait grosso modo une logorée verbale qui allait dire je vais t'en mettre plein la tronche, mais ça va venir, mais tu vas prendre très très cher. Voilà. Hein, donc, oui, non, mais ça marche très bien, quoi. Ouais, Mjolnir, quand même, il pète la gueule à Superman, puis il le fait saigner. Hein. Enfin, ça oui, rigole c'est pas, de la hein. magie. Ouais. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie. Et puis, donc, le grand maître et Metron qui se retrouvent pour papoter. Et on apprend que tous essayent de s'embobiner les uns les autres, hein, que Krona a un double jeu et que le grand maître aussi. Hein, voilà. C'est ça, que en fait, il y a un problème. Tout le monde n'est pas tout à fait honnête. Et Metron qui est là et qui fait Voilà, avec les deux doigts. Voilà. Bon, il va pas faire il va pas faire grand chose, hein, Metron, dans comme d'hab, hein, comme d'hab. Bon, on va passer un petit peu rapidement, mais je voulais quand même le mentionner. Dans l'édition française de Semic, il y avait pas mal de comme vous pouvez le voir, hein, un sacré éditorial. Il y avait un sacré éditorial à la fois sur l'histoire en elle-même, et puis alors c'est pas dans celui-là, non, il y avait un courrier des lecteurs, des annonces des publications à venir. Je passe, hein, parce que je suis sûr qu'on passerait 10 minutes à commenter et puis c'est pareil, hein, Jérôme Wiki et Jean-Marc Lenné, quoi. Oui, tout à fait. Qui font l'éditorial, voilà, hein, c'est pas. C'est ça. Donc c'est pas dans celui-là où ils font aussi des hommages à des artistes disparus. C'est après. Là, ils font l'historique du crossover, parce qu'on n'a pas dit, on va pas s'apesantir là-dessus, mais en fait, JLA Avengers a eu un faux départ. Il y a eu beaucoup de crossovers dans les années 70-80. JLA Avengers devait être pas le pinacle, mais la grande réussite. Il y a eu des différents créatifs réels, c'est pas l'expression. Notamment à cause de Jim Shooter. Oui, mais après, derrière, on comprend aussi que le machin partait pas super, en fait. Il y avait un peu des difficultés, et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en hommage par rapport à ça. On apprend aussi, moi j'aime bien cette anecdote, que Pérez à l'époque il dessine pour CrossGen, et que contractuellement il peut pas travailler pour un autre éditeur, et donc il va dessiner une bonne partie de ce JLA Avengers sur son temps de repos le week-end. Ouais, alors en fait non, il y a aussi comment il s'appelle, le président de CrossGen qui était un gros fan de comics. Alors CrossGen, hein, on va pas rester pareil en 2 secondes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de millionnaire qui était fan de comics et qui a réalisé le rêve de tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'avec ses sous, il s'est il s'est créé une boîte de comics, il a pris les plus gros créateurs et il a pris Pérez, sauf que Pérez lui a dit on va attendre un peu. Et je crois que Pérez, justement, il y a eu un petit retard
quand ils ont lancé CrossGen, il est Oui. arrivé un poil plus tard pour dessiner ce crossover. Oui, mais là. malgré 2 tout, ans. malgré tout, Stéphane a raison. Il travaillait de nuit pour préparer Oui, CrossGen, mais parce qu'en fait, juridiquement, il était sous contrat avec CrossGen. Donc, il y a eu c'est en fait ça. un accord pour lui permettre malgré tout de travailler et surtout de faire sortir quelque chose à son nom durant la période C'est où il ça. était à Ouais. CrossGen. Mais oui, après, je pense que c'est un peu la légende qui fait qu'il a fait de nuit. Mais dans l'idée, je pense qu'à partir de 16-17 heures dans la journée, il bossait là-dessus, ce qui est quand même pas mal, quoi. C'est Ouais. pas mal, hein, pour un travail, pour un extra, c'est bien. Allez, on attaque, on revient, donc on arrive sur le deuxième épisode avec Krona. Oui, c'est Krona. Bah là, c'est retour sur la rencontre qu'on avait vue dans l'épisode 1, en fait, où on a les origines de Krona, C'est ça. Qui est donc un membre du peuple, des gardiens. alors des Malthusiens, avant qu'ils deviennent des Oui. gardiens, qui est donc la première race de l'univers. Lui, il est hanté par une Le image, secret de l'origine de l'univers. quoi. parce qu'au moment du Big Bang, leurs appareils voient qu'il y a une main, donc il est hanté par rapport à ça. Il a fait des expériences qui ont provoqué bien des dégâts, etc. Donc il veut en savoir plus et c'est pour ça en fait qu'il détruit des univers, parce qu'en fait il force la destruction pour voir, essayer de remonter au maximum pour voir ce qu'il en est. Et donc le grand maître tente de l'arrêter en lui proposant, je prends un peu d'avance sur les pages à venir, Ouais, bien en sûr. lui proposant en fait un échange. Il lui dira, il lui donnera des informations sur quelqu'un qui vient de l'univers d'avant l'univers Marvel. Mais Mais pour cela, avant le il Big faut gagner. Bang de Marvel, ouais. Donc là, pour ça, il faut participer à un jeu. Voilà. Et Voilà. donc, Et pouf, page d'après. Et le- voilà. Alors, j'ai toujours pas retenu son nom, Ben. c'est- Il n'y a que toi qui c'est- l'as. non, c'est Akismet. Akismet. Alors Voilà. pour mémoire, on n'en a pas parlé avant, mais chaque titre des Oui. comics, c'est un hommage. Le premier, c'était A Journey into Mystery, qui est évidemment un hommage à un grand titre de Marvel qui a accueilli longtemps Thor. Là aujourd'hui, là c'est le tournoi des champions. On en a parlé. Les deux prochains seront sur sur DC. Après les deux prochains, on verra si on les fait ce soir. Mais Personne qu'on a revu dans le crossover récent de Grant Morrison. C'est oui, ça. le Batman Deadpool. Ouais. Ouais. Où Éternité et Akismet se roulent une galoche cosmique. Ils font plus que ça. Hein. Ouais, bon, j'étais poli. Donc, mais ils se rouleront une galoche aussi, je crois, dans Avengers JLA, non? Enfin, non, ils s'embrassent, ouais, si, je crois. À un Oui, moment oui, donné. c'est Ouais, dans le c'est ça. troisième. Oui. Bon, alors là, c'est. Bon, gros baston. Hein. Pow, pow, on en prend plein la gueule. Donc, évidemment, encore une fois, bon, voilà, c'est chargé. Parce que c'est vrai que ça manquait de détails. Donc, Pérez, il s'est dit, tiens, je vais rajouter de la pluie, histoire de, histoire de rajouter encore Ah, mais c'est des très éléments. cool. Chaque petit Ouais. segment est fun, on va pas s'arrêter sur tout, mais Superman et Martian Manhunter qui cèdent contre Thor, Batman qui essaye de passer dans Vision qui phase, Wonder Woman qui bloque le bouclier de Cap, Flash Œil de Faucon qui essaie de viser Flash, Green Lantern qui embête Wanda, Plastic Man contre Vif Argent, Iron Man contre Aquaman. Enfin, c'est très cool. Là, sur la droite, on voit que Œil de Faucon essaye de faire l'attaque boomerang qui Ouais. marche toujours avec Weezer, donc l'équivalent de Flash dans Escadron Suprême, mais ça marche pas. Donc là, ça le surprend. Donc ça plein de trucs cool. Ouais. Ouais. Avec la petite phrase, je m'y connais en boomerang, page d'après. Parce que Captain Boomerang est quand même un des ennemis Et voilà, de Flash. c'est méga fluide et riche quand même. Alors après, après celle-là, on a la page mythique où... Ou quoi, celle d'après. Ah, c'est celle d'après. Hop. Ouais. Ah oui. Où Captain America et Batman s'affrontent. Et ils testent, ils touchent, ils se jaugent. Ils s'affrontent un peu comme Perceval et Caradoc dans Camelot, quoi. Mais oh, t'es méchant. Mais, oui, je sais, mais non, mais en gros, l'idée, c'est voilà, c'est deux tels maîtres dans le combat que certains coups, certaines feintes, en voyant comment l'autre réagit, ils peuvent se projeter. Alors moi, je suis un peu en désaccord quand même, mais parce qu'à l'époque, pour moi, Captain America était un soldat, un meneur, et il avait des super pouvoirs, et dans ma tête, je ne l'imaginais pas comme un énorme maître des arts martiaux ou du oui, moi combat, non plus. comme Batman. J'avoue. Et c'est là où je trouve que
Je suis pas en total accord là-dessus parce que alors, on est clairement à l'époque du méga Batman, Uber Batman et cetera, mais malgré tout, même s'il est pas préparé au corps à corps, enfin bon, il s'est fait Bane quand même, hein, je veux dire, mais bon, après voilà, je trouve que une page, très belle dans le sens où voilà, c'est les 2 intelligents, même si Cap est un peu, différent là-dessus, les 2 stratèges, donc c'est très fluide là-dessus et ils comprennent tous les 2 qu'ils sont que des pions, donc C'est ça. c'est plutôt pas mal, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que il y avait quand même dans le numéro 1 une opposition Captain America Superman. Et Ouais. bizarrement, là, on a une alliance Batman et Captain America qui revient, quoi. Ouais. Ça rompt un peu le parallèle, mais quel autre personnage Marvel on aurait pu mettre, je ne sais pas. On aurait pu avoir un Iron Man, fondamentalement, ça aurait pas été Ouais. déconnant, mais on aurait perdu là, clairement, si le crossover était maintenant, c'est plus Iron Man qui se prendrait la tête avec, Superman, on va Ouais. dire, et Captain America qui serait posé avec Batman, Oui. véritablement. Mais non, du coup, c'est pas mal. On peut voir la suite. C'est ouais, on va voir. C'est bizarre, hein, ici les 2 cases là. J'ai toujours trouvé ça assez étonnant comme cadrage. C'est-à-dire que Ah, c'est bien fait, hein. ça permet de point de vue de l'un, réunir. point de vue de l'autre. Bon, Oui, oui, d'accord, mais en même temps, ils sont unis tous les deux, tu vois, ça annonce tout de suite que ils ont le même point de vue, en fait. Visuellement, on a déjà cette annonce avant même qu'ils ne deviennent, qu'ils acceptent, en fait, de coopérer. Bon, le moment Wanda où... Ouais, le moment Wanda, c'est pas mal ça. le moment Wanda, ouais, c'est ça. bah, où elle pète un plomb et où elle utilise ses pouvoirs et ta gueule, c'est magique. Voilà. Alors là, ça va être un festival visuel et de mise en page, hein, je trouve. Enfin, parce que Pérez, il gère super bien ce passage-là. Ici, là, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à Ça, mettre... c'est une couverture. C'est une couverture cover, hein, de. ouais, c'est ça. Hein, Le Oui. Suicide Squad, non? Couverture de Suicide Squad, ouais. Ok, c'est bien ce qui est. L'un d'entre eux va mourir, mais lequel sera-t-il? Ouais, c'est ça. Dis-moi les copains, on en est où là? Parce que tout ce beau monde se Eh se ben, tape. on en est que Vanda, elle les a téléportés aux endroits des objets de l'univers d'ici. Voilà. Et puis, Flash les ramène. Flash envoie la GLA sur Terre, là, du coup. Et il dit à Kyle, tu vas t'occuper de ma batterie et ça va mal se passer si tu la récupères pas. Pendant ce temps-là, à l'hôtel des Vengeurs, parce qu'à l'époque on parlait des Vengeurs, parce qu'on savait bien aussi. Ouais. Il y a des choses qui se passent aussi. On verra la suite. Et du coup, là, tu as la GLA qui est de retour aussi et qui va essayer de récupérer. On comprend que les Avengers font venir les réservistes pour essayer de gérer, de protéger. Comme la GLA qui appelle les réservistes pour protéger les. Voilà, donc là, on a une série de combats. On a Iron Man et Œil de Faucon contre Flash. J'adore le Œil de Faucon. Ouais, trop cool. Alors, on fait moins le malin. Clairement, musique, il l'écrivait parfaitement, Œil de Faucon. Que ça soit dans les Avengers ou les Thunderbolts, c'était formidable. Bon, en tout cas, ouais, pardon. Œil de Faucon, c'est certainement le personnage qui a pour moi, était le plus transformé par Je te rejoins là-dessus. Ça veut pas dire que je n'aime pas le personnage dans certains runs, notamment de Matt Fraction et David Aja, ou Aja, mais peut-être. Ouais, je suis un peu nostalgique quand même de cet Œil de Faucon là. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Ça peut revenir. Mais donc oui, là ils perdent. Enfin, Flash perd et il dit Kyle va me tuer. Parce que pour mémoire, en fait, un des éléments intéressants des années 90, c'est que là où la dynamique entre Flash et Green Lantern entre les années 60 et 80 était celle d'une très grande amitié entre Barry Allen et Hal Jordan, en fait, Kyle Rayner et Wally West de base peuvent pas se blairer.
Ouais. Mm. Wally considère que Kyle est un petit jeune un peu con et nul. Kyle considère que Wally est condescendant et se la pète. Et du coup, ils peuvent pas se voir en peinture. Alors ça évolue dans la série JLA de Grant Morrison, mais par exemple, dans le premier épisode, Kyle arrive sur un endroit et Wally lui dit moi, t'es en retard, j'ai déjà fait ça, ça et ça, faut être meilleur pour être dans l'équipe, etc. Donc ça se Mm. réchauffe, mais il y a un peu d'amour-haine entre deux et c'est assez cool. Là, on va peut-être passer parce que c'est des petits combats à chaque fois. C'est ce que j'appelle la Ouais. phase tournoi des champions, moi, où chacun récupère des objets. C'est des mini-combats d'une demi-page C'est ça, alors qui avec, sont très bien mis en scène hein, par Georges Pérez. avec On le voit que décompte. Superman Ouais. part ouais. Mm. On voit que Superman part en vrille en disant que voilà, s'ils inspirent pas la population, ils l'ont mérité, et c'est vrai que là on passe, là on est à Santa, je sais pas quoi, Santa où il y Rico. avait, voilà. Patricia, non? C'est pas le truc de Bane, ça? Non. Non, non, Ah ça non, c'est on est Non, chez Marvel, là, pardon. l'univers des Vengeance. Santa Rico et du coup, il y a quand même des difficultés. Donc là aussi, pour les lecteurs actuels, on est avec une Carol Danvers qui s'appelle Warbird à Ouais. l'époque, Ouais. qui venait de se changer en binaire et pour Warbird et qui est pas du tout encore ni Miss Marvel, ni Captain Marvel, avec ni l'aura, ni la puissance, ce genre de choses. À C'est savoir clair. qu'à l'époque, dans la série Avengers, elle luttait contre L'alcoolisme, ouais. contre Cette maladie. l'alcoolisme et était devenue très proche d'Iron Man, Oui. avec un lien Parce que les mêmes problèmes, en fait. voilà, avec un lien qui perdure et je trouve que on peut dire ce qu'on veut, les séries Captain Marvel, c'est pas toujours bien et cetera. Le fait d'avoir conservé ce lien même après Civil War 2, c'est Mm. plutôt pertinent entre 2. Mais il me semblait, en fait, elle s'appelle Warbird, mais j'avais toujours associé Warbird à un changement de costume. J'ai été assez étonné qu'il ne l'appelle pas Miss Marvel à ce moment-là. Tu vois, Non, parce qu'elle était binaire, elle a été engagée binaire, par Cap pour passer en mode binaire à cause de sa puissance de frappe Ouais. et en fait, elle n'y arrive pas et du coup, elle prend le nom, Warbird et elle redevient Miss Marvel seulement après, Use of M. Run de Brian Reed, je crois. Donc là, on est sur à nouveau Bon. des confrontations. Donc à gauche, c'est Ouais, on va Central peut-être passer City, vite à droite, pour. Asgard. Bon, enfin, on va passer vite. Il y a quand même Wonder Woman qui fout une énorme baigne à Hercule, ce qui est assez cocasse, je trouve. Mais d'autant qu'il y a un historique, parce qu'en fait, Bah c'est oui. là où il y a des différences entre les 2 Ah bah, univers. Hercule, c'est celui qui a emprisonné les Amazones, quoi. Hein, Alors, enfin, dans l'univers Marvel, il a emprisonné en piégeant les Amazones. Dans l'univers Ouais. DC, on est plus proche de la légende du mythe. Il a C'est ça. emprisonné et il a violé la mère de Wonder Diane. Woman. Et c'est pour ça que Hercule dit j'aurais pas dit ça comme ça, j'ai eu l'honneur de. Parce que lui, dans son monde, il a eu un comportement plus honorable. C'est ça. Là, on voit aussi du Hawkman qui intervient, du Black Canary, Miss Hulk, moi aussi je dis Miss Hulk, je m'en fiche, contre Aquaman. Donc, on est sur des éléments assez classiques, des personnages de l'époque assez cool, quoi. C'est ça. Alors, bon, moi, ici, on est, comme tu disais, on sent bien qu'il y a une espèce de compression. Hein. C'est-à-dire, le but, c'est. Il va falloir comme refermer cette histoire de chasse aux objets magiques. Donc, on voit Mais bien ça que crée un accélération. dynamisme total, quoi. Ouais, il y a un effet d'accélération complet, hein, ça c'est clair. Avec, au début, on comptait les points par planche, puis maintenant c'est par ligne de case, quoi. Donc, Ouais. voilà, donc 3-1, 3-2, enfin 2-1, 3-1, 3-2. Et puis, bah, évidemment, avec Krona et le Grand Maître qui chacun font le bilan des objets récupérés. Et Wanda qui tourne pas bien, hein. Ouais, Avec la ouais, magie bah, du clairement. chaos, l'univers d'ici, elle tourne pas bien du tout, quoi. C'est Ouais. ça, c'est ça. Ça la rend extrêmement puissante, mais ça la fait vriller aussi pas mal. Bon, passage assez intéressant ici. On revient aux deux qui ont à peu près gardé la tête froide dans cet affrontement. Et qui ont chacun perdu un partenaire, hein, Jason Todd ou Bucky, hein, puisqu'à l'époque, Bucky Tous était revenus toujours mort. depuis, mais Oui, Revenus oui, depuis. mais à l'époque, on le savait pas, tu vois. Voilà. souvenons-nous aussi qu'il y avait quand même eu un crossover Batman Captain America ou Captain America Batman par Ouais. John Par Byrne, John Byrne. Ouais. qui préparait son Superman Batman Generations. Donc il y a rien d'anodin, c'est ça qui est cool. Mais oui, cette planche, elle est très belle. Les 3 petits points de Batman, c'est très joli, etc. Donc Comment dire, Captain America qui visite
la Batcave, c'est quand même pas tous les jours non plus, quoi, on va dire. Non. Et Metron qui commence à expliquer que ce fameux être qui a survécu à la période qui a précédé le Big Bang, Et que Krona veut retrouver, c'est Galactus. c'est évidemment Galactus. Alors Krona ne connaît pas encore son existence, mais donc évidemment, ça va être l'objet de la quête de Krona, ça va être de rencontrer, en tout cas d'en savoir beaucoup plus sur Galactus. Autre moment sympa, c'est Captain America qui appelle en fait finalement les grands manquants jusqu'à présent, hein, c'est les 4 Fantastiques qu'on n'avait pas vus. Il était temps. C'est le problème un petit peu, c'est que mine de rien, là on est quand même sur une crise d'envergure universelle. Alors je sais bien que ça s'appelle JLA Avengers et que ça doit être limité aux JLA Avengers. Du coup, je trouve que l'incursion des 4 Fantastiques ici, soit elle est pas assez, soit elle est de trop. Alors oui et non. Alors petit bémol, souvenons-nous qu'on est en 2003, c'était quand même l'époque du règne de Joe Quesada qui avait décidé de vraiment compartimenter l'univers Marvel. On se souvient quand même de la fin du run de Morrison sur New X-Men avec l'attaque de New York, où il y a juste 3 lignes de dialogue pour dire ce qu'il en est. Ça reste malgré tout JLA Avengers, et on est quand même aussi à une période où les 4 Fantastiques... Enfin, c'est vraiment une période différente. Il y a un univers partagé, mais qui est plus cloisonné que maintenant, véritablement. On n'est plus dans les grands Barnum cosmiques qui réunissaient tout le monde de Jim Starlin, que ça soit le Grand Infini, la Guerre d'Infini, la Croisade cosmique, etc. On n'est pas encore dans la grande mouvance Bendis, Millar, Fraction de Use of M jusqu'à Fear Itself. On est encore un peu dans l'entre-deux. Mine de rien, Ben Grimm a fait partie des Avengers. C'est le seul. Enfin non, il y a aussi Reed et Sue qu'on voit aussi d'ailleurs. Qu'on voit page d'après, Et on voit pas Johnny, on le voit de dos, de loin. Il est en fond, Johnny. Mais du coup, voilà, c'est pas anodin non plus. C'est des membres des Avengers. On les aura quand même vus dans le crossover comme tous les autres, mais ils ont un rôle un peu de côté, quoi. Remarquez, on pourrait dire la même chose des X-Men, hein, par exemple, qui sont globalement absents de ce... Mais c'est parce que l'affiche, c'est JLA Avengers. C'est pas JLA X-Men. Et parce qu'en plus, à l'époque, il n'y a pas de X-Men qui a fait partie des Avengers. Non. Vanda le fauve. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais Vanda et Pietro sont toujours officiellement des mutants, mais sont vraiment affiliés aux Avengers. Donc oui, il y a juste le fauve. Donc on est sur des choses encore cloisonnées. C'est ça. Là, Vanda, donc Vanda va pas bien. Voilà. Vanda va pas bien. Il y a en parallèle, alors les deux planches sont en parallèle avec Zatanna, quoi. Là, c'est la folie. Enfin, en termes de c'est pas tout à fait la même sorcière, hein, les deux. Oui, non, mais la mise en page, elle est folle, là. Hein. Enfin, je trouve que... Wow. Puis là aussi, on est sur une Zatanna classique. On est pré-redéfinition de Zatanna dans Seven Soldiers. J'ai quand même l'impression qu'on parle énormément de Grant Morrison. Hein, parce qu'on dit ce qu'on veut, mais Grant Morrison des années 90 et 2000, il a quand même... transformer l'univers Marvel et DC de... Ouais, tout à fait. Hein. de manière très importante quand même. Mais oui, voilà, on est sur des choses encore assez classiques, etc. Donc, Là, on revient après sur une structure, un combat par page. Je sais pas pourquoi. Oui, là, je peux pas te donner de réponse. J'y avais pas forcément réfléchi. J'aime bien l'idée de Red Tornado contre Vision. C'était l'occasion. C'était l'occasion de le placer, évidemment. On en est à 4-2. Hein. Mine de rien, il y a le décompte se fait. Le Wakanda, il était temps aussi que Black Panther apparaisse. Donc, Black Panther, qui était pour le coup un personnage hyper mineur. Je sais pas s'il y avait le run de Christopher Priest qui était déjà annoncé. Si, parce que c'est le costume. Et c'est pour ça qu'on le voit comme ça, c'est pour ça qu'on le voit en mode stratège, prêt, etc. Par contre, en fait, vu qu'on est encore chez Busiek, on n'est pas sur le retour de... on n'a pas encore eu le story arc de Jones et Quapel sur Black Panther, enfin les Avengers, etc. On a juste vu Black Panther à quelques moments lors de l'époque Ultron. Ouais. Donc là, c'est pareil, il y a des combats. Hein. Il y a des combats. Vanda qui va vraiment pas bien. Vanda qui va toujours pas bien. Qui dépérit au fur et à mesure.
Ouais. du truc. On a pendant ce temps-là Captain America et Batman qui Batman. continue d'enquêter. Hein. C'est ça. Il me semblait que j'avais souvenir qu'il y avait un truc là. Il n'y a pas une petite ref là un peu marrante là avec. Oui, voilà, c'est Œil de Faucon qui a calmé Green Arrow. Je l'ai fait taire. Je l'ai fait taire, mais toi tu l'as calmé. Voilà. Ce petit côté sale gosse hargneux Oui. qui fonctionne bien. Qui fonctionne très très bien. On en est à 5-4 à la fin ici. Et puis, toujours dans la marge ici, notre duo qui avance. Et Green Lantern contre... Alors, elle était passée un petit peu inaperçue jusqu'à présent, mais on a quand même Photon. Photon, voilà. J'allais dire la Captain Marvel, mais non, à l'époque, elle s'appelle Photon. C'est intéressant l'idée de les faire se combattre, hein, vu ses pouvoirs à Oui. elle. Je trouvais que c'était assez bien vu, encore une fois. Oui. Puisqu'elle elle possède le pouvoir d'imiter, enfin d'utiliser les énergies, les différents types d'énergie. Et puis, la quête de Batman et Captain America va aboutir puisqu'ils arrivent dans l'antre du grand maître. Alors cette case-là m'a toujours, enfin la grande case principale, là m'a toujours laissé un peu dubitatif. C'est-à-dire je perçois pas, ça me donne l'impression je suis un peu comme une poule devant un couteau. C'est-à-dire je reconnais des trucs mais je comprends pas l'ensemble en fait. Donc c'est un joueur évidemment. De l'univers d'ici, Marvel mélangé, bon voilà. Ouais, c'est des projections de jeu, tu as l'impression que tu as une table de billard avec des planètes à côté, tu as une roulette au fond, tu as un truc de casino, un bandit manchot, tu as un truc d'affrontement comme les jeux vidéo, oui, avec l'univers Marvel et DC, c'est juste des gros jeux. Ouais. Voilà, ça m'a pas tellement parlé. Bah, Mais disons bon, qu'en fait, pour être honnête, moi j'aurais bien vu ça chez le collectionneur, chez le grand maître. Ouais, c'est ça. bon. Mais bon, voilà, il fallait un machin cosmique. Ah, il faut en caser le plus possible. C'est un ça. peu aussi le souci de cette mini-série. Il faut en mettre le plus possible, on en met. Voilà. Atome qui pointe le bout de son nez. Meilleur, toujours. Là, c'est là que Captain America et Batman, Captain comprend que les Avengers doivent perdre. C'est fait. ça. Parce que si Krona gagne, le grand maître, il emmène voir Galactus. Oui, parce que comme ça, on l'a pas dit, mais en fait, les Avengers bossent pour Krona sans le savoir, et la JLA bosse pour le grand maître. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut inverser le cours des choses et donc accepter de perdre. Bon, moment assez... Parce que le grand maître leur dit que s'il gagne, Krona, il ira chercher ses réponses sur les origines de l'univers ailleurs. Donc, Captain America comprend qu'il faut perdre. Petit moment, avec Darkseid. Ouais, c'est à même de faire frémir n'importe quel amateur de comics, voire même de... Ouais, je trouve que c'est facile, moi, là. Parce non, que, mais moi, non, c'est cohérent. Enfin, c'est sûr. Non, mais ça marche pas. Ça marche oui, pas. Mais... En fait, son truc est... j'ai les gants, mais ça marche pas. Bah oui, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Mais du coup, il s'en fout, donc il le jette. Mais moi, je trouve que on est prêt de l'infini au cinéma, etc. Nous, on a vu les trucs, etc. Moi, ce que j'adore, c'est la case juste au-dessus, là. Stéphane remonte un peu, où ils sont tous choqués, et t'as juste Flash qui fait... où ils sentent que ça risque de pas le faire du tout si ça marche, en fait. Ouais. Et finalement, mais c'est très Darkseid. Alors Darkseid, il y a eu plusieurs définitions, etc. Mais le Darkseid de l'époque, il est très pragmatique. Ça ne m'apporte rien, ça ne m'intéresse pas. Vous allez jouer ailleurs, je m'en fiche en fait. Vous n'êtes pas digne de mon attention en fait. Comme il le dit, je perds mon temps. Voilà. Et donc, il jette le gant. Moi, il y a un petit côté, vous savez, dans Star Wars, quand Rey ramène le sabre laser à Luke et qu'il le jette, il y a un peu ce côté-là, je trouve, qui moi, me fait marrer dans cette scène. Moi, elle fonctionne bien, hein. J'aime bien cette idée-là. Donc, il jette le gant, Flash qui court après quand même, malgré tout. Et donc, Flash qui a une sorte d'armure parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de force véloce dans l'univers Marvel, il a emmagasiné, et l'armure lui injecte de la force véloce pour pouvoir malgré tout courir. Et là, on arrive sur un des premiers gros sommets de... la grosse baston pour le dernier objet. C'est ça.
Et ça Euh, cette scène, elle est magnifique. Déjà, c'est beau, c'est évidemment le cube cosmique et cetera. Wanda va mieux parce qu'ils sont revenus sur leur univers normaux et là, je trouve que l'échange entre Thor et Superman et qui est Superman, c'est le bon. hyper vénère, Superman. Mais c'est juste bien, c'est les 2 mecs qui sont sur le point de se taper, mais il y a le respect, genre, c'est le moment de silence juste avant et Wanda qui dit: «Bon allez quoi, allez on y va, Allez, il est temps on d'y se aller. tape?» Et justement, on se tape. Et donc, Ah ça c'est avec les flèches là, ça c'est fun. la flèche de Hawkeye qui avec la pince pour attraper le cube. Et Et derrière, oui, Green ça va le Arrow, faire. clink. Et non. Non, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc Thor qui commence à s'énerver méchamment, Superman qui lui répond par des coups de poing. Bon, c'est la grande question, qui c'est qui est le plus fort, hein, enfin, entre Ouais. les deux. Mais ça marche évidemment très très bien. Les 2 personnages qui peuvent se rendre intangibles, qui voilà, là Oui, puis qui aussi. sont une inspiration l'un de l'autre en plus, parce que, je veux dire, il y a des origines communes. Non, Ouais. non, Vision, c'est Non. clairement une reprise du Vision des années 40. Oui, c'est clair. C'était d'ailleurs le grand truc de Roy Thomas de ressusciter des vieux personnages Ouais. Marvel. Parce que finalement, Roy Thomas a créé énormément de enfin, a créé en s'inspirant. Il a très, très peu créé de personnages par lui-même parce qu'il savait qu'il ne serait pas lui. Et le Martian Manhunter, dans sa création, il n'y a pas une inspiration du Vision des années 40? Je suis pas sûr. Non, de Non. base, Faudrait que je Martian vérifie. Manhunter, c'est créé dans les années 50, la menace martienne venue Ouais, d'un bon. autre monde, Ouais. qui devient détective privé. Le look est proche, on est d'accord, Ouais. mais Bon, j'ai dit de la merde, mais c'est pas grave. non, mais c'est Donc bon, là, évidemment, c'est enfin la grosse baston. Le Superman qui s'énerve. Bon, c'est là aussi qu'on comprend qu'il a plus forcément toute sa raison. Mais en tout cas, il y a on arrive à une espèce de point de rupture là dans le récit qui fonctionne très bien. Bon, bah, Bon, finalement, ils se battent. ils se Les battent Avengers, encore. attends, non, 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 là, on arrive Attends. sur un moment. Là, du coup, tu vois, juste avant, tu as, quand même, Superman qui arrive à bloquer Mjolnir, avec, Thor qui dit que même les plus vaillants n'ont pas réussi et je crois qu'il lui dit: «On n'a pas les mêmes valeurs» ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça? Mhm. Et du coup, il le projette et là, d'un coup, les Avengers sont surpris Ouais. et ils s'arrêtent et ça, je trouve, Ouais. la suite est magnifique parce que du coup, ils voient que Thor est vaincu. Alors, marque de respect de Superman et là, tous les autres lui tombent dessus en mode: «Non, pas Thor, Tu lui tu fais lui pas fais ça. pas ça, C'est pas à ça. lui». Et je trouve que c'est une situation enfin, c'est une solution très élégante dans le monde. Superman, c'est le plus grand, le premier des super-héros, il arrive même à battre Thor, mais il en sort très fatigué et les Avengers, tous ensemble, disciplinés pour une fois, pour venger un camarade, parviennent à vaincre Superman. Avec la réaction miroir de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Notre grand héros aussi est, comment dire, peut se faire, comment se dire, peut se faire tabasser. Et mine de rien, c'est Aquaman badass qui arrive à son secours, C'est pas ça, Batman ni rien, pas Wonder Woman. tout à fait. La pose de Superman elle me dit quelque chose, mais je sais C'est la pas quoi. pause de sa mort. C'est Oui. ça, hein, ouais, c'est ça. Mmh. Je me disais que ça me disait un truc. Bon, et donc, on commence à arriver à la fin là, hein, donc de ce numéro 2. Là, j'ai pas compris pourquoi il change de. C'est parce que sa batterie, parce que son anneau est presque vide et sa Eh oui, batterie a été oui. a été a été prise A par les été autres. prise dans les Ah, d'accord, objets. c'est ça. Donc il se dit: «Bon, il y a un gros truc cosmique, je vais le tenter parce que sinon je suis à sec et ça va pas le faire» et du coup, Ah oui, oh d'accord. waouh! En fait, il est chargé par l'énergie du cube cosmique, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Le. Tac, 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 Là, tac. il y avait une petite, Vas-y. compétition entre Vif Argent et Ah oui. Flash, hein et là, du coup, il lui dit: «Tu es sur ma terre», tu ralentis déjà: «Écoute, ça n'a rien de personnel». «Oh non, 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 pas du tout, pas Tu du tout». penses. Je suis le plus rapide. Voilà. Genre, je suis le gros gamin, quoi. C'est moi qui est le plus rapide. Et Bon. là aussi, quand on parlait avant de personnages, qui ont ramé pour revenir, on est sur du Vif Argent avant Use of M, Ouais. avant Son of M, avant, les Il y avait quand débordements. même une série, hein. Il avait une petite série à l'époque. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur du Vif Argent, classique, avant tous les débordements qu'il y a eu par la suite, derrière. Ouais. Et puis, bah, arrive le grand maître et Krona. Et donc, la partie Ouais. tire à sa fin.
Ben non, parce que les Vengeurs gagnent, mais il faut Ah oui. pas qu'ils gagnent. Et c'est Captain America qui les fait perdre, les Vengeurs, C'est ça. pour que Krona puisse rentrer chez lui. Sauf que Krona, il n'est pas d'accord. D'ailleurs, Œil de Faucon était prêt à intervenir pour refaire basculer le résultat, mais c'est là que Captain America lui dit non, 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 c'est fini, on arrête. Et donc le résultat convient bien, sauf que évidemment, Krona n'était pas forcément tout à fait quelqu'un d'honnête, et il se retourne contre le grand maître pour pour l'anéantir, et parce que lui, il veut à tout prix mettre la main sur Galactus. Et il va fort, hein. Bam, bam. ouais. Ouais. Qui est-ce qui Il c'est arrive. Voilà, tac tac, c'est qui? Et il va le lire dans l'esprit. Je le vois dans ton esprit. Alors il le voit dans l'esprit Du grand maître, Voilà, c'est et ça. il l'appelle. Et il l'appelle, et Galactus déboule dans le champ de bataille. Et il se fait défoncer par Krona. Et du coup, le grand maître. J'aime bien le comment on grand maître. résume. Galactus se fait défoncer par Krona. C'est ça, hein, mais tout à fait. Mais, Ouais. Ah bah oui, voilà. oui. Alors on a Et, une représentation. Elle est intéressante, cette représentation des terres là ici, qui sera reprise plus tard chez DC. Alors je sais pas si c'était quelque chose d'assez officiel déjà, cette représentation, mais il me semble que ça inspire déjà ce qui se passera avec le multivers. Oui, la enfin, carte de ouais. Multiversity, ouais. C'est ça, hein. Je sais pas si c'est une référence directe, mais en tout cas ça y fait penser énormément, et je sais pas si ça avait déjà été représenté de cette façon-là avant, mais clairement ça y fait penser. Petite vue ici, là, je sais pas pourquoi. Et donc, le grand maître en défense qui utilise tous les objets Voilà. pour. En fait, il mélange l'ensemble des objets, et il mélange. C'est un peu, voilà, hein, c'est comment dire, c'est la roulette qui tourne, quoi. C'est-à-dire qu'il fusionne l'ensemble, et il, comment dire, Il mélange les univers. Il mélange les univers, et c'est la fin de ce JLA Avengers 2. À suivre dans JLA Avengers 3, qui aura une toute autre ambiance, puisqu'on ne sera plus dans la chasse aux artefacts, on sera dans la fusion des univers. Ça sera l'objet de notre prochain rendez-vous. On va s'arrêter sur la fin de ce tome 2, parce que mine de rien, nous sommes particulièrement disserts. Ça fait bientôt 1h30 que nous causons. Et ce que je vous propose, c'est d'arrêter là, parce que sinon on est parti sur une émission qui fera 3 heures, et ce ne sera pas agréable ni pour les spectateurs, ni pour nous. Il faut bien qu'on puisse se poser aussi un petit peu. Donc nous reviendrons très rapidement pour faire l'épisode 3 et 4, évidemment, parce qu'on ne va pas vous laisser juste sur ce cliffhanger absolu, et la suite est encore meilleure. Doupe, Oui. Ben, un petit mot pour conclure pour cette émission. Oh, déjà, le format est très cool, c'est très agréable, et replonger là-dedans me rappelle que, alors évidemment, ça rappelle des souvenirs de lecture, etc., mais c'est vraiment une lecture riche, et finalement un peu nostalgique, mais plutôt un marqueur d'une époque, qui était juste avant la veille d'énormes transitions pour Marvel et DC. Donc je trouve que c'est un peu le dernier baroud d'honneur du Marvel post-Jim Shooter, et du DC post-Crisis, en fait. Parce que de 2002-2003, on allait basculer sur les Identity Crisis, les préparations à Infinite Crisis, le retour au Silver Age modernisé. On était proche du Secret War de Bendis qui allait lancer les New Avengers, etc. Donc c'est un peu le dernier baroud des super-héros. Pas de papa ni à l'ancienne, mais des super-héros qui ont vraiment évolué comme ça. On le voit avec la richesse des personnages en fond, etc. Donc c'est un beau moment. Doupe. Ouais, non, je suis toujours pas convaincu. non, mais en vrai, je vois des confrontations, je vois des artistes qui essayent d'en mettre J'arrive pas à m'enlever cette idée de ils en mettent le plus possible. Alors, ça respecte les persos, c'est très bien fait, etc. Pour l'instant, moi, j'ai du mal à voir autre chose qu'un effet catalogue, mais ça va monter en puissance dans les numéros qui arrivent, en fait.
Alors d'ici là, d'ici qu'on se retrouve pour parler du numéro 3 et du numéro 4, n'hésitez pas en commentaire évidemment à nous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes plutôt Team Ben ou est-ce que vous êtes plutôt Team Doop sur ce GLA Avengers? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous le découvrez avec nous? Et puis quels sont les souvenirs que vous avez liés à cette lecture si vous l'avez déjà lu? Et puis les meilleurs moments sur ce premier et ce deuxième épisode, quels sont les passages qui vous ont particulièrement appréciés? On vous lira et on vous répondra avec plaisir en commentaire. Évidemment, comme pour chaque vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner les cloches, voire même de booster la vidéo si vous appréciez, si vous voulez nous soutenir, c'est une possibilité. Mais le mieux, c'est encore aussi d'en parler autour de vous auprès des amateurs de comics. Et Ben et Doop, je vous remercie d'avoir passé cette heure et demie particulièrement dense ensemble. Et puis, on se retrouve très vite pour faire l'épisode 3 et 4. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut, salut. Merci à vous Salut à aussi. tous! Salut. Salut.